Donc voici un nouveau tuto philo sur la philosophie bouddhiste par rapport à la suite de ce qu'on a fait une fois précédente, par rapport aux existants. Euh, Donc ça c'est fondamental parce que ça nous donne vraiment le décor conceptuel, la structure philosophique au sein de laquelle tous les enseignements que vous allez recevoir dans un centre ou dans un autre vont se situer. Donc on va voir ici quelque chose d'assez spécifique par rapport au Yongdzin Dura. L'un des équivalents d'existant, c'est phénomène caché. C'est un équivalent de base établie en principal. Pourquoi? Donc c'est ce que dit ici Daniel Perdieu. Il dit, afin de comprendre le non-soi, il est nécessaire de comprendre les phénomènes qui sont les bases du non-soi. Et donc c'est pourquoi on parle de base établie, Shidrup en tibétain. Donc ce sont des bases établies et donc toutes les définitions ici et tous les définiendums qui sont équivalents avec base établie, vous pouvez les interchanger sans problème. Ça veut dire que si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre. Si c'était l'autre, c'est nécessairement celui-là, etc. Si c'est inconnaissable, c'est nécessairement bien sûr ce qui est montré dans sa définition, mais c'est aussi équivalent avec réalisé par une cognition valide, c'est aussi un objet, etc. Et c'est un phénomène caché. C'est un phénomène caché, donc ça c'est très intéressant, qui a pour définition réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut appréhender conceptuellement n'importe quoi. Ça veut dire qu'on peut penser à n'importe quoi. On peut envisager n'importe quoi. Donc du point de vue bouddhiste, c'est très important parce que la voie bouddhiste, comme on l'avait vu une fois dernière, se distingue en différents types de sagesse qu'on développe. Il y a l'aspect sagesse, il y a l'aspect compassion, l'aspect du développement de l'altruisme, etc., la méthode. Et pour ce qui concerne la sagesse, il y a la sagesse de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Donc ça veut dire que l'étude et la réflexion emploient énormément la conscience conceptuelle. Et là, vous avez certainement vu l'usage didactique du débat dans les universités monastiques tibétaines, quelle que soit leur tradition, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug. Vous pouvez retrouver les débats, l'art du débat, comme un outil pédagogique en fait, pour essayer de remettre en question des points de vue. Ce ne sont jamais les personnes qui sont remises en question, mais les points de vue eux-mêmes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre réflexion, notre faculté de raisonner, notre analyse peut nous permettre d'accéder à des phénomènes qui peuvent échapper à nos consciences sensorielles. Et ça veut dire qu'on peut penser à beaucoup de choses et nos consciences conceptuelles peuvent être en accord avec la réalité. Donc on verra dans certaines vidéos par rapport à l'épistémologie bouddhiste, la psychologie bouddhiste, comment est-ce que les consciences conceptuelles sont nécessairement erronées, mais pas nécessairement fausses. Donc ça, ce sera l'objet d'un autre tuto, mais pour l'instant, on va essayer de se concentrer sur cet aspect de phénomène caché. Un phénomène caché, ça veut dire un phénomène qui ne se montre pas directement à notre conscience. Pourquoi? Parce qu'il est appréhendé au travers d'une conscience conceptuelle. La conscience conceptuelle agit un petit peu comme un miroir. Quand vous regardez votre visage dans le miroir, en fait, ce que vos yeux appréhendent directement, ce qui apparaît à vos yeux, c'est le reflet dans le miroir. Mais grâce à ce reflet dans le miroir, vous êtes en mesure d'avoir accès à votre visage. Donc en fait, le phénomène caché, il est caché pourquoi? Parce qu'il est appréhendé au travers d'une conscience conceptuelle. Ça veut dire qu'il y a un concept, une image mentale, une représentation mentale entre votre conscience, ou vous-même, si vous voulez, et l'objet auquel vous pensez. Donc c'est pourquoi on appelle un phénomène caché. Nous, c'est un phénomène caché en général, c'est-à-dire qu'une tasse, si vous pensez à votre tasse préférée, si vous pensez à vos amis, à vos proches, etc., tous ces phénomènes, toutes ces personnes, etc., sont des phénomènes cachés dès l'instant où vous y pensez. Ça veut dire qu'il y a une image mentale, il y a un reflet entre vous-même et ces objets. Ça ne veut pas dire qu'ils soient dans tous les cas des phénomènes cachés. Il suffit de percevoir votre tasse, vous la percevez directement, votre conscience visuelle, et ça devient un phénomène directement perceptible. Ça devient un phénomène évident. Donc ça, c'est très important du point de vue bouddhiste, cette distinction entre tous les phénomènes. On avait vu une fois la distinction entre phénomène permanent et phénomène impermanent.
On a vu aussi un est différent. On y reviendra d'ailleurs. Et on peut aussi distinguer tous les phénomènes entre phénomènes évidents ou phénomènes manifestes, comme vous voulez, et phénomènes cachés. C'est-à-dire qu'un phénomène caché, on doit y avoir accès au travers d'un raisonnement, au travers d'une inférence. Et un phénomène manifeste, il n'y a pas besoin de réfléchir. On le perçoit directement, il est évident. Donc ça, on y reviendra. Mais pour l'instant, on va venir ici aux équivalents par rapport au phénomène impermanent. Donc c'est dans la suite de Debate in Tibetan Buddhism. Vous avez ici donc chose, impermanent, produit, composé, cause, effet. Tout ça c'est équivalent et leurs définitions respectives aussi sont équivalentes. Et vous avez vérité ultime. Vérité ultime, pourquoi? Parce que n'importe quel phénomène impermanent a ultimement la capacité d'opérer une fonction. Quel type de fonction? En principal, la fonction d'être l'objet apparent d'une conscience ultime, d'une perception directe. Pourquoi une conscience ultime? C'est parce que quand un phénomène est une chose produite, il y a tout un faisceau d'informations qui vient jusqu'à vos consciences, visuelles, auditives, olfactives, etc., vos consciences, vos perceptions directes. Il y a tout un faisceau d'informations. Et donc, c'est pourquoi, pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, les choses produites ou les phénomènes impermanents sont des vérités ultimes, ont ultimement la capacité d'opérer une fonction. Donc, bien sûr, il y a une autre fonction. C'est par exemple la tasse d'aujourd'hui a la fonction, a la capacité d'opérer la fonction de produire la tasse de demain. Ou la graine a la fonction de produire la pousse, etc., etc. Mais ce qui compte ici, du point de vue des Sautrantika, c'est que ce sont des vérités ultimes. Pourquoi? Parce que ce sont les objets des consciences ultimes, des consciences qui sont débarrassées de concepts, et donc qui sont dénuées d'un certain type d'erreur. Donc c'est pourquoi ce sont des consciences ultimes, les perceptions directes. Donc ça, on l'approfondira avec l'épistémologie. Et puis aussi, un point très important, c'est que ce sont aussi des phénomènes spécifiquement caractérisés, soit lakshana en sanskrit. Donc ce sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. Vous pouvez retrouver de nombreux détails dans Recognizing Reality, par exemple, de Geshe Dreyfus, qui est un roman épistémologique, qui est vraiment, enfin c'est pas un roman, je le prends comme ça, c'est vraiment un livre formidable. Et donc vous pouvez retrouver dedans des explications très détaillées par rapport à ce qu'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Par exemple, une tasse est spécifiquement caractérisée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mêlée avec d'autres phénomènes. Elle est spécifique par rapport à sa durée, elle est spécifique par rapport à sa localisation et elle est spécifique par rapport à sa nature. Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien mettre à la place de cette tasse. Cette tasse occupe sa localisation, sa durée est spécifique. Qu'une autre tasse soit cassée, cela ne change rien pour elle. Et elle a sa propre nature de tasse. Si c'est une tasse en métal, elle est vraiment spécifique par rapport aux autres tasses, les tasses en bois, les tasses en porcelaine, etc. Et même les autres tasses en métal sont séparées de cette tasse. Ce sont des entités séparées. Et donc ça, c'est très, très important pour nous, parce que une fois qu'on a bien compris ce que veut dire un phénomène spécifiquement caractérisé, comme étant une vérité ultime pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, ça va nous aider énormément pour la suite, parce qu'une fois qu'on entre dans le Madhyamaka, dans la voie médiane, et surtout dans son école la plus aboutie, le Prasangika Madhyamaka, on verra qu'un phénomène spécifiquement caractérisé, soit l'akshana, c'est l'objet de négation. C'est la cible de la voie médiane. Donc c'est pourquoi il est très important de comprendre dès le départ, quand on étudie ces points de vue philosophiques basiques, de bien comprendre ces points qui sont mentionnés, parce qu'ensuite certains seront conservés et d'autres seront soit modifiés, soit même totalement réfutés, comme c'est le cas pour les phénomènes spécifiquement caractérisés. Donc ça, c'est très intéressant. Et on a aussi phénomène manifeste. Phénomène manifeste, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une distinction entre phénomène caché et phénomène manifeste. On peut dire que c'est même une dichotomie, c'est une opposition. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit un phénomène manifeste, soit un phénomène caché. Sauf que là, on a un petit souci, c'est que ici, phénomène manifeste,
c'est une sous-catégorie des phénomènes cachés, puisque phénomène caché, c'est équivalent à existant. Et au sein des existants, on a les choses produites. Les choses produites est équivalente avec phénomène manifeste. Donc, comment est-ce qu'un phénomène manifeste peut être à la fois un phénomène caché? Ça voudrait dire qu'il y aurait une base commune entre un phénomène manifeste et un phénomène caché, un phénomène qui serait directement observé par une conscience. Donc là, ici, vous avez la définition d'un phénomène manifeste, ce qui est explicitement réalisé par une cognition valide, explicitement, explicitement. Mesu en tibétain, il y a différents sens, il y a au moins 5 sens différents, et de ce point de vue-là, c'est explicite qui doit être choisi, donc c'est correctement indiqué ici. Donc en fait, c'est soit un phénomène est explicitement réalisé par une cognition valide directe, soit c'est un phénomène qui est réalisé par une conscience conceptuelle de manière cachée. Donc, on a un petit souci de ce point de vue-là. Donc, soit, on a dit tout à l'heure, c'est une opposition totale entre phénomène manifeste et phénomène caché. Et là, phénomène manifeste devient une instance d'un phénomène caché. Une chose produite est une instance d'existant. Et donc, où est la solution? Je vous laisse chercher un petit peu et on essaiera d'en reparler la prochaine fois. Très bien, merci beaucoup. Et la suite au prochain épisode.